Doucement. Dis bonjour, Coupeau. Attends. Hop là. Voilà, comme ça on te voit mieux là. Tu dis bonjour? Non. Non, le câlin, c'est la vie. Oh oui. T'es belle hein, ma peau. Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire le bilan lecture de septembre. Alors comme vous l'avez vu quand je m'installe sur le canapé en ce moment, Poffette se rue sur mes genoux. Donc voilà, là j'ai un petit chat tout ronronnant sur les genoux. Oui, alors je voulais vous faire des vidéos plus régulièrement, mais en fait le master, même si ce n'est pas un travail rémunéré, c'est quand même du travail. Et en fait j'ai envie de faire plein de trucs à côté, du coup j'ai un peu de mal à rester vraiment régulière comme je l'aurais voulu pour la chaîne. Mais j'ai quand même plein d'idées de vidéos et je vais quand même continuer à en faire évidemment. Et au fait est coincé dans mon... Calme-toi, c'est pas grave. T'as encore coincé la griffe? Doucement. Voilà, tu vois, c'est tout, ça va aller. Tu vois, on se calme. Donc j'ai quand même continué à faire des vidéos, évidemment. Mais là, déjà, je vais vous faire le bilan de septembre. Alors, j'attends que mon fichier s'ouvre, mais bon, il a pas envie. Donc déjà, en septembre, j'ai lu 19 livres. Ce qui est énorme, parce que d'habitude, en septembre, comme c'est la rentrée, je lis assez peu, enfin... Je lis moins en tout cas que les autres mois, mais là vraiment j'ai beaucoup lu. Donc j'ai vraiment beaucoup lu, plus que les années précédentes, sans doute parce que c'est pas le même type de rentrée, même si j'ai du travail encore une fois, mais bon, parmi mes devoirs on va dire, il y a aussi lire beaucoup, donc forcément ça m'encourage. Donc 19 livres, alors il y en a beaucoup quand même qui sont des audiobooks, et il y a aussi des BD, donc ça participe aussi du fait qu'il y ait beaucoup de livres ce mois-ci je pense. Mais voilà, j'ai beaucoup de trajets en train. Et donc quand je n'ai pas la foi de lire, ou parce qu'il y a du bruit, je mets en fait un audiobook. Du coup forcément, vu que j'ai, alors en moyenne, en une journée pour l'aller et le retour, j'ai 3 heures de route. Donc forcément, en 3 heures de route, j'ai le temps de bien lire ou de bien écouter. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de temps d'écoute et beaucoup de livres dans ce bilan. Alors, mon ordi n'a absolument pas envie d'ouvrir le fichier, donc je vais utiliser Duradict, mon grand ami. C'est le moment où les chats perdent leur poil de ouf du coup. J'en ai partout, c'est très sympa. Merci Poffette de m'avoir refait le pull, c'est très sympathique, à toi. Alors j'ai écouté 8 audiobooks et j'ai lu 3 BD je crois. Et après il y a 2 toutes petites nouvelles. Donc c'est parti, alors... Ça c'est pas maintenant. Et au moment où, bien sûr tout s'allume, c'est parfait. Alors, le premier livre dont je voulais vous parler, le premier livre que j'ai fini en fait en septembre, c'est Pour qui s'avance dans la nuit de Claire Conroy. Je pense que ça se dit comme ça. Déjà, bon, j'ai été séduite par la couverture et le titre, j'avoue. Ça arrive assez rarement que je prenne un livre juste sur la couverture et le titre, donc je vais quand même le résumer bien sûr, mais vraiment c'était la couverture et le titre qui m'ont fait me dire bon allez, le résumé a l'air quand même sympa, donc on va le tenter. Et alors, j'ai bien aimé certains aspects, mais en fait c'est vraiment le type de littérature qui me laisse un peu sceptique, c'est-à-dire que c'est ici une réécriture du mythe d'Orphée, et c'est, oui, il y a quelque chose qui me gêne entre guillemets dans ce type de livre. Alors je vais vous montrer un peu, vous voyez, parfois vous avez des chapitres comme ça. Donc en fait c'est pas vraiment le type de littérature qui me gêne, c'est la narration, puisqu'en fait ici on va avoir des chapitres assez courts, et on va avoir l'impression d'ellipse en fait, de cassure nette, comme quand dans un film on vous fait, par un fondu en noir, mais on vous coupe la scène et on passe à une autre, et du coup j'ai trouvé ça assez... cinématographique, mais ça m'a un peu gênée, j'ai pas trop apprécié ça. C'est bien écrit, mais parfois je me suis dit que c'était, enfin que c'était un peu étrange du coup, la façon dont c'était écrit. Pas que c'était trop bien écrit, mais je sais pas, enfin il y a vraiment un truc qui m'a échappé dans ce livre. Alors je sais plus si j'ai écrit une chronique pour lui, mais je vais peut-être vous résumer aussi le livre. En gros, on va se retrouver sur une île, Siena, je suppose que ça se dit comme ça s'écrit S-J-E-N-A, donc Siena. Et donc c'est un jeune garçon, Pierre, qui est l'aîné de sa famille, et son petit frère Orphée, avec leur mère Bérénice. Et ils vont se retrouver à nouveau sur cette île, et on sent bien que la mère a des problèmes, que c'est pas évident pour elle mentalement, on va dire.
Elle est sujette à la mélancolie par exemple. Et juste en fait cette mère m'a beaucoup énervée, puisque c'est typiquement le genre de parents dysfonctionnels qui vont créer des... peut-être pas créer des traumatismes chez leurs enfants, mais en tout cas transférer leur névrose sur leurs enfants. Et donc on a des enfants, Pierre et Orphée, qui se retrouvent dans le rôle de parents. Ça m'a beaucoup énervé. Donc c'est un sujet qui vraiment m'agace beaucoup. Donc je dis pas que le livre est mauvais à cause de ça, évidemment. Hein. C'est juste que moi personnellement, ce trope, je peux plus le voir. Ça me... voilà. C'était peut-être pas du tout proche de ce que j'ai vécu, mais proche de ce qu'on voit parfois. Et non. Non, j'ai détesté. Vraiment, les parents qui deviennent les enfants de leurs enfants. Non, vraiment pas. Puis j'ai fait une chronique qui arrive dernièrement sur... Parce que du coup j'ai aussi beaucoup de retard sur mes chroniques. Je viens de remercier un ordinateur. Tout va bien dans ma vie. Oui, oh mon dieu, j'ai fait une chronique, mais incroyable. Bon bah écoutez, j'ai fait une chronique, donc ça va pouvoir m'aider. Parce qu'il y a aussi le problème de quand je lis un livre de ce style, parfois, c'est pas que j'ai pas grand chose à dire, hein, mais je suis pas assez entrée dans le livre et j'ai pas assez aimé l'histoire pour me dire je vais pouvoir faire une chronique vraiment... étoffé. Oui, alors j'ai écrit que c'était un roman contemporain que j'arrivais pas à placer sur le spectre littéraire, c'est-à-dire je ne sais pas où le mettre. Il est, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très haché, et en même temps il y a un côté, pas un côté conte, mais si j'ai écrit un conte, ouais, peut-être un côté conte. Il y a, oui, c'est un livre qui est un peu difficile à catégoriser, et voilà. Alors après c'est pas mal parce que c'est aussi bien de ne pas mettre les livres dans des cases, mais du coup j'arrive pas trop à le situer dans mon spectre littéraire personnel. J'ai trouvé l'écriture très belle, c'est vrai, bon je vous l'ai dit un petit peu, pas trop, mais je sais pas, j'ai eu l'impression que il y avait un truc qui collait pas quoi pour moi. Voilà, j'ai écrit que les chapitres très courts déstructurent le récit et que du coup ça me l'a rendu assez désagréable. Peut-être pas, on va peut-être pas aller jusqu'à désagréable, mais c'était pas forcément toujours agréable pour moi de le lire. L'histoire est très cruelle, donc comme je vous l'ai dit, hein, vous voyez qu'un parent devient assez dysfonctionnel et donc ses enfants vont pâtir de ce qui... Enfin, de sa personnalité et de comment il va les élever et les éduquer. Et du coup c'était assez cruel et en fait j'ai finalement trouvé ça un peu stéréotypé. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est typiquement le parent dysfonctionnel qui va être très cruel pour une raison qu'on ignore en fait. Enfin, le lecteur est un peu en mode mais pourquoi tu fais ça. Et c'est surtout, enfin, ça traite aussi de l'attente des parents pour leurs enfants. Enfin, ils ont imaginé que leurs enfants allaient être d'une certaine façon et du coup s'ils ne le deviennent pas ils seront déçus et ils vont faire peser cette déception sur leurs enfants. Donc voilà, c'était pas voilà, pas un thème que j'apprécie particulièrement. J'ai dit que j'avais eu beaucoup de mal avec le personnage de la mère, ce qui peut paraître assez cruel de ma part, mais vraiment j'avais parfois envie de la secouer parce qu'elle est très mélancolique et elle se laisse beaucoup porter et ses enfants en fait tentent de l'aider ou veulent l'aider et n'y parviennent pas et moi ça m'a rendu folle. Voilà, mais après c'est on va dire personnel comme approche et du coup j'aime dans mes livres voir des parents qui tentent du mieux qu'ils peuvent de soutenir leurs enfants et là pas du tout, donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervé. Après je suis partie en philosophe. Je suis partie en mode philosophie dans ma chronique. J'ai demandé si la douleur, le malaise et le mal-être justifiaient d'être irresponsable et mauvais entre guillemets avec ses propres enfants quand on est parent. Et bon, voilà, c'était mon avis hein, personnel. Mais voilà, donc en fait c'est un thème intéressant et c'est bien écrit, donc peut-être que je lirai d'autres œuvres de l'autrice. Mais vraiment c'est pas du tout le genre de livre que j'apprécie lire en fait. Enfin, c'est vraiment pas un livre avec lequel je vais prendre du plaisir. Et en fin de compte la littérature, même si j'adore l'analyser et que je lis aussi de manière professionnelle entre guillemets, c'est un peu bizarre de dire ça, mais même si je lis pas seulement pour me faire plaisir, il faut quand même que j'y trouve quelque chose de plaisant. Donc là non. Donc c'est pas vraiment un livre que j'ai particulièrement apprécié. Je sais pas si je le garderai d'ailleurs. J'aime bien la couverture et le titre, mais je sais pas si c'est suffisant. Et j'ai pas aimé la fin. Voilà, j'ai pas aimé ce livre en fait, je pense. Donc voilà, je sais pas si je vais le garder, mais voilà, c'est... Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. C'est vraiment un livre où je sais pas trop comment me placer par rapport à lui. Donc bon, voilà. Ensuite j'ai écouté un audiobook, Decoding Cats Inside the Feline Mind de Christine Vitale. Je suppose qu'elle dit absolument pas comme ça en anglais, mais bon,
Voilà. J'ai pas grand chose à dire sur ce livre, c'était juste un audiobook assez intéressant puisque ça fait partie des Great Courses. Hein, donc bon, entre temps mon abonnement Audible s'est terminé, donc j'ai écouté le plus de Great Courses que j'ai pu jusqu'à la fin de mon abonnement. Et là il s'est fini, donc voilà, je l'ai pas renouvelé. Donc je suis un peu triste parce que du coup je ne peux plus écouter ces grandes leçons. Mais je reprendrai peut-être plus tard et je pourrai à nouveau les écouter. Mais voilà, c'était un audiobook assez intéressant sur les chats, sur leur... comment dire, ce qu'ils sont, ce qu'ils font, comment ils fonctionnent, comment les rendre heureux le plus possible, ce genre de choses, leur interaction avec les êtres humains. Ah non, pas... Alors oui, alors Poufette adore, mais alors adore avec un grand A, hein, même en majuscule je pense, tout le verbe en majuscule. Elle adore se mettre sur l'ordinateur, ce qui fait que parfois elle écrit elle écrit n'importe quoi, ou elle ferme l'ordi. Vous savez, typiquement quand je suis en train de regarder Heartstopper, hein, et qu'elle décide que bah non, hein, et bah elle ferme l'ordinateur et c'est... j'adore. Donc bon, en ce moment je me bats avec elle pour qu'elle arrête de faire ça. C'est dur. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc la communication entre eux et avec les êtres humains, le fait que nous, êtres humains, nous sommes censés leur donner la meilleure vie possible, comment faire ce genre de choses, tout ça. Mais comme d'habitude, comme souvent, j'ai du mal à tirer le maximum de ces livres puisque je les écoute et que je suis pas vraiment une lectrice auditive. En fait, j'ai besoin des mots écrits et j'ai besoin parfois même d'écrire dans les marges. Donc là j'aurais dû prendre des notes, mais comme quand j'écoute un audiobook je fais autre chose, je ne prends pas de notes. Donc voilà, il fait partie de ces audiobooks qu'il faudrait que je réécoute, ou alors que je trouve un livre qui aborde les mêmes sujets pour garder une trace écrite. Ensuite, alors attendez, celui-là je ne l'ai pas sorti. Non, il faut que je sorte celui-là, c'est obligatoire. Je suis obligée de vous le sortir parce que voilà, là... Ah attendez, s'il y en a d'autres que je dois sortir. Il y en a 3 que je dois sortir. Soit ça, je ne va pas sur l'ordinateur, Poufette, s'il te plaît. Poufette, je te vois. C'est un beau chat, ça se calme. Bien. C'est bien. Ah, ok. Oh non. Oh non. Ah, j'ai un livre qui est super grand. Si vous entendez boum, c'est moi qui suis tombée. C'est bien ma peau, fière de toi. Oui, tu veux venir sur moi? Oui, t'es belle. Tu viens? Non, j'ai pas envie. J'ai envie de commander des caresses, mais j'ai pas envie de venir sur toi. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Oui, alors le suivant, j'ai beaucoup à dire dessus. Non, c'est pas encore lui. Ah si, c'est lui. Attendez. Si, c'est lui. Oui, donc j'ai beaucoup à dire sur ce livre qui est... spécial du coup. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite, hein. C'est The Ruins de Scott Smith qui a été traduit par Les Ruines en français. Et alors, déjà c'est une grosse pavasse et donc il m'a été offert pour la Saint-Valentin. Oui, et c'est donc un roman d'horreur qui m'a été offert donc par Mathieu pour... parce qu'en fait il avait aimé ce livre et qu'il voulait le partager avec moi. Et alors j'ai beaucoup hésité à lire ce livre, je vous en ai parlé je crois dans une vidéo précédente. J'ai beaucoup hésité à le lire parce que c'est vraiment un livre, déjà il est super beau. C'est un livre que j'associe franchement avec l'été, donc quand il me l'a offert en février, quand on était en hiver, je me suis dit bah non mais je vais pas le lire maintenant parce que bon, ça se passe pendant les vacances étudiantes en fait des personnages. Donc ils sont au Mexique, il fait très chaud d'ailleurs, même dans le livre ils ont très chaud, ils en parlent souvent de la chaleur, donc je voulais vraiment le lire en été. Et il est gros, il est intimidant, c'est un roman d'horreur. Il m'avait prévenu quand même qu'il y avait des scènes absolument atroces. Et oui, on va en parler de ces scènes absolument atroces. Donc, The Ruin, c'est un roman où on va suivre... Alors attendez, ils sont combien? Oui, c'est un groupe d'amis. Ils sont, alors 4 personnages principaux on va dire. Et... Je vais vous l'afficher. Non, je vais pas vous l'afficher, je vais me l'afficher en entier, c'est mieux. Oui, j'ai fait une chronique excessivement longue. Bon tant pis, je vais la laisser comme ça. On va suivre un groupe d'amis, ils sont 4 à l'origine et ils vont en fait vont en fait venir avec eux 2 autres personnages. Alors le groupe est composé de Jeff, Eric, Amy et Stacy, il me semble. Je vais pas tomber sur... Voilà, Stacy. Et ils vont les accompagner Mathias. Oui, Mathias, je pense. Depuis que je suis professeure, je confonds Mathias et Mathis, donc voilà, Mathias, je pense. Et Pablo, voilà.
Et donc ils sont en vacances au Mexique. Enfin c'est typiquement le... C'est pas un spring break mais ça avait... On va dire que c'est l'ambiance quand même. Donc ils passent leur temps à boire, à danser, à ne rien faire en fait sur la plage. Et à un moment donné, le frère de Mathias part pour les ruines. Et son frère décide, enfin Mathias du coup décide de le suivre parce que bon il va falloir qu'il rentre chez lui et son frère est toujours pas revenu. Du coup il veut aller le chercher et Jeff, le leader entre guillemets du groupe, va proposer à ses amis d'y aller aussi en fait parce que bon ils ont pas fait grand chose de leurs vacances donc ce serait peut-être pas mal d'aller voir en fait ces ruines où sont censés se trouver un groupe d'archéologues. Donc voilà, ils disent que c'est intéressant, c'est un peu la culture du pays quoi, donc voilà, ils décident d'y aller. Ouais, c'est une super idée, hein, c'est une super idée. Déjà quand on voit la couverture on se dit évidemment, hein, trop cool, trop cool. Donc, étant donné qu'il m'a été offert par quelqu'un qui m'est cher, j'avais peur de ne pas aimer le livre. C'est aussi pour ça que j'avais peur de me lancer. Je me suis dit oui mais si j'aime pas. Voilà. Bon, après c'est pas grave si on n'aime pas un livre et qu'il nous a été conseillé par quelqu'un, mais j'avais vraiment envie là de l'aimer ce livre. Et aussi je suis pas forcément quelqu'un qui a peur facilement. Par contre dès qu'il commence à y avoir des scènes de gore ou des scènes ultra violentes, j'aime pas et je repose le livre et j'arrête de lire parce que c'est vraiment pas mon truc. Donc j'avais peur qu'il y ait ce genre de choses. Donc je suis entrée dans le livre terrifiée, déjà d'avance. Au début ça va, et puis plus on avance et puis je me suis dit mais là pour l'instant il se passe rien. Donc là je suis en train de, on va dire, me fondre dans le livre de manière assez facile on va dire, parce que du coup l'écriture est vraiment, enfin moi je trouve que vraiment c'est bien écrit ce livre, hein. Et même l'espèce de construction de la tension est géniale. La construction de l'angoisse, la construction de l'horreur même, et ça monte petit à petit, et du coup c'est vraiment top. Mais du coup, au début je me suis dit, bon, je me laisse un peu aller, et après non, parce que je me suis dit non, je vais me faire surprendre par ces scènes et j'ai pas envie. Et du coup je me suis surprise à quand je sentais que bon là ça faisait trop longtemps qu'il n'y avait pas, enfin le livre avait commencé depuis trop longtemps pour qu'il n'y ait pas une scène d'horreur qui allait arriver. Donc je regardais en fait en avance voir où était la scène, je la lisais en diagonale et je me disais c'est bon, je peux supporter, on y va. Et donc j'ai fait ça pendant longtemps. Alors je suis arrivée à une scène abominable c'est vrai, mais ça allait, je l'ai lu et je me suis dit non, je peux. Ce genre de scène, c'est atroce vraiment, mais je peux. Et c'était la scène que Mathieu avait trouvée vraiment ignoble. Et il m'avait dit que pour lui c'était la pire. Je me suis dit bon bah si c'est le pire, ça va. Et donc j'ai arrêté de regarder en avance. Qu'est-ce qui se passe, Po? Qu'est-ce qui t'arrive, t'es où? Qu'est-ce qu'il y a? Mais viens où? Viens voir, viens. Qu'est-ce qui t'arrive, ma peau? Bah alors il faut pas faire ça. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai arrêté de lire les scènes en avance. Et je suis arrivée à la fin. Oh mon dieu, il y a une scène que j'ai pas pu lire. C'est-à-dire j'ai commencé à lire, je me suis dit ah non. C'était juste absolument atroce. Donc j'ai passé les pages, je pouvais pas. C'est vraiment je pouvais pas, c'était pas possible. C'était juste une scène, c'était beaucoup trop sanglant pour moi, c'était beaucoup trop horrible. Rien que de penser à cette scène, je me sens mal. C'était physiquement, je ressentais la scène physiquement. Donc c'était pas possible. Et c'était ça la pire scène. Parce que quand je voyais des chroniques et même dans le résumé qu'on parlait vraiment d'un build-up de l'horreur jusqu'à la fin, je me suis dit ben non, si la pire scène c'est la première, parce que du coup c'était pas la première mais elle se passe relativement au début, au milieu, cette pire scène, celle qui vraiment a vraiment été horrible pour Mathieu. Et du coup je me suis dit bon bah si la pire scène soit ça passe. Oh mon dieu non. Non c'était vraiment atroce, j'ai pas pu. C'était physiquement au-dessus de mes forces de lire cette scène. Donc j'ai passé la scène, vite. Fallait pas que je voie. Déjà j'en avais trop lu, parce que les premières phrases j'en avais déjà trop lu. Et c'était affreux, Et voilà. Donc là c'était un gros trauma. Je vais pas vous le cacher. C'était vraiment une scène. Je crois que j'ai jamais lu une scène aussi horrible de ma vie. Bah du coup je crois que j'ai jamais pas lu une scène aussi horrible de ma vie. Je pouvais pas, c'était non. Donc voilà. Revenons à d'autres sujets. Qu'est-ce qui était déjà non. C'est un livre assez rapide à lire, même s'il fait 500 pages. Hein, mon édition fait plus de 500 pages, 524 pages.
Oui, c'est un livre plutôt rapide à lire et vraiment l'atmosphère créée est incroyable. C'est-à-dire que vraiment on est dans le livre, on ressent la chaleur, l'espèce de couvercle de l'oppression en fait du climat que vont subir les personnages. On ressent aussi leur isolement, le fait qu'ils soient complètement coupés à un moment donné de tout le monde. En fait ils sont juste, enfin c'est une sorte de huis clos on va dire. Ils sont vraiment juste entre eux à 6 et c'est tout. Et du coup c'est vraiment c'est pesant. On sent aussi la faim, parce qu'en fait, c'est un peu le truc, enfin je me suis dit, mais c'est typique, enfin typique, non. En tout cas, dans le livre, ça faisait typique de personnages qui n'ont pas prévu ce qui va leur arriver. Ils étaient censés partir l'après-midi, donc ils n'ont pas prévu à manger, ils n'ont pas prévu à boire, ils n'ont rien prévu pour dormir, ils n'ont pas prévu de vêtements chauds, et en fait ils se retrouvent coincés à un endroit où ils vont devoir y rester, on ne sait pas combien de temps, et du coup, mais j'étais avec eux, j'étais mais comment, mais, les gars, sérieux? Enfin, je sais pas, imaginez n'importe quoi, genre vous êtes coincé et vous pouvez pas rentrer parce qu'il n'y a pas de bus, vous faites comment? Enfin, après ça c'est mon côté peut-être ultra pragmatique, mais enfin je me suis vraiment non mais non Popo, on va faire te recouper les griffes. Hein. C'est mon côté ultra pragmatique, mais je me suis dit mais vous êtes sérieux? Vous avez rien prévu? D'accord. Donc en fait ils n'ont rien prévu et ils vont se retrouver coincés pendant plusieurs jours et du coup là, enfin ça fait aussi partie de l'horreur du livre. Et voilà, c'était assez effrayant, mais comme je vous le dis, le build-up est vraiment très intelligent parce qu'on peut pas se défaire. Enfin, à partir du moment où ça devient vraiment horrible, on peut plus se défaire du livre. Moi, en tout cas, j'étais tellement dedans, je pouvais pas m'arrêter de lire, malgré cette scène à la fin que j'ai passée, mais je pouvais pas m'arrêter de lire parce que c'était vraiment prenant et j'avais envie de savoir. Tous les personnages, pratiquement, sont insupportables, peut-être pas, mais ils sont pas du tout appréciables. C'est pas des personnages, on va se dire, oh bichon, je t'adore, pas du tout. C'est des personnages vraiment. Réalistes on va dire, complexes, même si parfois certains sont un peu stéréotypés, mais ils sont pas, c'est pas des personnages où on se dit oui je suis à fond avec toi dès le début. C'est-à-dire que dès qu'on les rencontre on se dit vous êtes un peu, enfin vous pensez à rien en fait, vous êtes irresponsable, qu'est-ce que vous faites? Donc mais à aucun moment pour autant je me suis dit que c'était bien fait pour eux, parce que du coup c'est ça je trouve l'intelligence du livre. L'auteur a choisi des personnages assez complexes et assez avec des défauts et pour autant moi en tant que lectrice je me suis jamais dit tu mérites de ce qui t'arrive. Je me suis toujours dit je vous aime pas forcément mais c'est dégueulasse ce qui vous arrive et je suis vraiment désolée pour vous et j'ai envie quand même que vous vous en sortiez, même si ça craint vraiment, je sens que ça va pas le faire, mais voilà, à un moment donné quand même on va dire qu'on se retrouve quand même du côté des personnages même s'ils sont pas agréables je trouve. Il y en a par exemple un que j'ai vraiment haï de tout mon cœur, et donc là je vais vous faire une petite section spoiler. Il y a un personnage que j'ai haï de tout mon cœur, donc section spoiler attention. C'est Jeff, vraiment lui, non, c'est pas possible, je ne le supporte pas, je l'ai même insulté dans ma chronique parce que vraiment je ne peux pas. Au début il est un peu pédant, il devient insupportable. Je me suis demandé en fait pourquoi Amy est avec lui à un moment donné, parce que du coup je me suis plus identifiée entre guillemets à elle. Mais je me suis demandé, mais pourquoi t'es avec lui, meuf, enfin, casse-toi, je sais pas, enfin il est juste insupportable ce mec. Et il veut, enfin, on a vraiment l'impression que les personnages sont coincés et que lui il apprécie en fait le truc, enfin genre c'est cool parce qu'il peut montrer ses compétences et ses talents, et moi j'étais là mais vous allez tous mourir, qu'est-ce que tu sors, enfin, qu'est-ce qui t'arrive? T'es sérieux? Mais vraiment comme Amy je pense qu'en fait il apprécie, enfin il aime la situation, il est content en fait de ce qui lui arrive, enfin je pense qu'il se rend pas compte tout de suite qu'ils vont, enfin que c'est vraiment dangereux, je sais pas, il prend ça pour une expérience ou pour un jeu et du coup c'est vraiment, ça le rend vraiment pas agréable. Le pire étant qu'il laisse mourir Amy. J'ai l'impression en fait quand on vit cette scène on est avec lui, on n'est pas avec elle, parce que du coup on a un point de vue, ça je vais le redire quand on sera pas en section spoiler parce que c'est un truc important quand même, mais de son point de vue en fait quand Amy meurt, et vraiment il est vraiment en mode je vais la punir. Mais mec t'es con quoi, enfin pardon je suis grossière mais n'importe quoi. Elle s'est en fait à ce moment là, je vous spoil vraiment clairement, à ce moment là elle s'est endormie trop près de la vigne. Et en fait la vigne va pouvoir l'étouffer. Et comme il fait nuit, personne ne voit rien. Et en fait elle va se relever et elle va l'appeler. Mais il est trop loin pour entendre. Et elle tombe. Et lui en fait ne réagit pas, il va pas la voir. Et moi j'étais vraiment en mode mais enfin elle meurt là. Enfin je veux dire, même moi qui ne suis pas avec vous, je sais qu'elle meurt, qu'est-ce que tu fais? Et donc il va la laisser mourir. Et il va s'en vouloir après. Mais enfin j'arrive pas à lui pardonner en fait. J'ai eu pitié de lui parfois, mais vraiment ça le rend pas excusable. C'est-à-dire c'est pas parce que
Enfin, il a ses défauts, d'accord, mais c'est pas une raison pour excuser ce qu'il fait en fait. Et vraiment là, c'était vraiment le... Enfin, c'est impardonnable ce qu'il fait, je trouve. J'ai détesté ce personnage. Oui, alors coucou maman, elle va chercher à boire parce que là c'est la fin des temps, elle n'a plus de boire. Donc voilà, donc j'ai détesté ce personnage. J'ai aussi trouvé que certains personnages étaient un peu stéréotypés. Par exemple, Stacy c'est un peu un personnage, enfin un peu spécial comme personnage parce que c'est une jeune fille et elle est, je sais pas comment dire, elle est super sexualisée. C'est un peu gênant parce que j'ai trouvé que le côté enfantin de Stacy, parce qu'en fait c'est un personnage, c'est assez enfantin et elle est vraiment très sexualisée, et du coup c'était un peu gênant de la voir comme ça. Enfin voilà, j'ai eu un peu de mal avec ce personnage. Oui, c'était un peu peut-être le côté un peu agaçant, mais moi du coup j'ai bien aimé Amy et Mathias. Alors comme je disais dans la section spoiler, mais je vais y revenir maintenant, en fait on est en point de vue en termes des 4 personnages principaux qui sont Amy, Jeff, Eric et Stacy, et donc on n'est jamais à la première personne, on est toujours en troisième personne, mais on vit les scènes à travers leur regard. Et je trouvais que c'était vachement intéressant parce qu'on n'a jamais le point de vue de Mathias. C'est Mathias, oui, de Mathias et Pablo. C'est facile de se dire bah du coup ça va être les premiers à mourir et ce seront nos personnages qui vont survivre. Je vais pas vous le dire, mais Amy, donc je vous ai dit pourquoi je l'appréciais. Mathias est un peu énigmatique et du coup comme on n'est jamais dans sa tête, c'est peut-être plus facile de l'apprécier puisque avec les autres personnages on a leurs pensées, leur vraie pensée on va dire, donc bon, ils sont un peu, voilà. Hein. Oui, alors ça c'est un peu une section spoiler, mais comme je vous l'ai dit, comme on est dans la tête des 4 personnages principaux, on s'imagine que les autres vont mourir. Et du coup j'avais vraiment envie que Mathias survive parce que j'aimais vraiment ce personnage. Je vais pas vous dire si ça arrive ou pas, mais voilà. Donc comme je vous l'ai dit, l'horreur escalade très très bien, de manière vraiment intelligente. Et donc la meilleure partie du livre, je peux pas vous en parler parce que c'est un spoiler. Donc bon, alors si vous avez envie de savoir quel est l'élément d'épouvante, on va dire, vous pouvez écouter un peu. Par contre, si vraiment vous voulez pas savoir, n'écoutez pas. Sachant que je crois que c'est dans... Est-ce que c'est dans le résumé? Oui, pas vraiment. Donc bon, si vous voulez pas savoir, spoiler, si vous vous en fichez un peu, ben voilà. Mais par contre, il y aura un vrai spoiler dans le spoiler, donc je vous dirai quand vraiment faut pas écouter. La meilleure partie de ce livre, c'est la vigne, puisque c'est la vigne en fait qui va être l'élément horrifique. Puisque c'est vraiment, il y a un mystère qui plane sur ce truc. Et alors c'est à la fois très cool et en même temps j'avais tellement envie qu'il y ait une explication. Et donc là, c'est la vraie section spoiler où je vais tout vous dire de ce qui se passe dans le livre, donc n'écoutez pas. En fait, la vigne devient vivante, ça c'est génial. Pour moi c'est à l'égal en fait, enfin, c'est à l'égal des maisons hantées, en fait, des maisons qui deviennent des personnages et qui sont des maisons vivantes. Donc il n'y a pas besoin de fantômes ou quoi, c'est vraiment la maison qui est vivante. Là vraiment c'est la vigne qui est vivante, elle va avoir des comportements très spécifiques. Elle est clairement un personnage, c'est l'antagoniste principal en fait. Et moi je m'attendais, vu le titre, à ce que ce soit une espèce d'entité surnaturelle ou qu'on débarque vraiment dans des ruines. Alors je sais plus si c'est Maya, voilà. Dans des ruines Maya, où vraiment il y a un côté rituel, sacrificiel, ou ce genre de choses qu'on utilise en fait un côté de la religion Maya. Donc voilà, je pensais qu'on allait vraiment utiliser ce côté religion Maya, et en fait pas vraiment, puisque vraiment tout se centre sur la vigne, et c'est on nous parle de son comportement, du fait qu'elle apprenne, qu'elle soit cruelle aussi, parce que vraiment la vigne, c'est un prédateur, mais c'est un hyper prédateur, enfin c'est un apex predator, enfin vraiment le truc c'est il chasse et t'as aucune chance de t'en sortir, c'est juste terrifiant. Et donc il y a un côté, enfin je me demandais d'où ça vient, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a un côté magique, est-ce qu'il y a un côté surnaturel, est-ce que c'est une évolution, parce que du coup dans le résumé, mais aussi pour le film, parce que ça c'est la fiche du film du coup, on vous dit Terror has evolved, et donc on parle d'évolution. Est-ce que vraiment c'est la plante qui a évolué de cette façon? Est-ce qu'elle a pris des comportements, alors humains, animaux? Expliquez-nous. Du coup c'est bien aussi qu'on nous explique pas, parce que par exemple Mathieu lui adore qu'on n'explique pas. Moi j'aurais aimé avoir plusieurs hypothèses, alors il y en a quelques-unes, mais il y en a pour moi pas suffisamment. Et en fait c'est aussi ce qui fait qu'un grand roman d'horreur est un grand roman d'horreur, c'est qu'on vous laisse le mystère en suspens, et aussi comment dire, le mal n'est pas vaincu à la fin. C'est-à-dire que la vigne n'est pas détruite. Ça veut dire que n'importe qui peut y retourner et tout peut recommencer. Et donc voilà, c'est un peu le même truc, enfin le même style de fin que pour Frankenstein, vous savez, où... alors non, si vous savez pas du coup, spoiler. Spoiler pour Frankenstein. À la fin de Frankenstein, le monstre n'est pas vaincu, il part dans... Enfin, vaincu entre guillemets, parce que... Est-ce que c'est vraiment le méchant de l'histoire?
À la fin, le monstre donc n'est pas détruit par le docteur. Il part dans les terres désertiques de l'Arctique, il me semble. Et on ne sait pas du coup s'il meurt ou pas, puisqu'il a essayé de se suicider, il n'a pas réussi. Donc est-ce qu'il va mourir ou pas? On n'en sait rien. C'est-à-dire que la menace continue à planer sur le monde, entre guillemets, vu la force du monstre. La menace que représenterait la créature continue à planer sur notre monde, parce que bah, c'est pas fini, il est pas mort. Il n'a pas été, le mal, entre guillemets, n'a pas été détruit. Enfin, je dis entre guillemets parce que c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça, Frankenstein, mais on va s'arrêter là. Et donc la fin. Ah ouais, d'accord, la fin. Donc bah spoiler pour la fin. Bah en fait la fin, j'avais lu en fait le dernier paragraphe en fait. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, parce que j'étais terrifiée par ce livre, donc je voulais savoir un peu comment ça finissait. Et donc j'avais lu le dernier paragraphe et je m'étais dit, alors, je sais pas trop qui sont ce they, parce qu'il y a un they à la fin. Je ne sais pas trop qui ils sont. Mais ok. Et en fait on se rend compte que, ben, comme je vous le disais juste avant, bah en fait la menace n'a pas été éradiquée, ce qui veut dire que bah, le monstre, la vigne, existe toujours et elle va recommencer ce qu'elle vient de faire avec nos personnages. Et donc le livre s'arrête au moment où les proches de Pablo, c'est Pablo hein, je dis pas n'importe quoi, oui, ça s'arrête au moment où les proches de Pablo vont monter sur les ruines et c'est fini pour eux parce qu'on sait très bien qu'ils ne peuvent plus en descendre. Et donc c'est absolument horrible, c'est un peu déprimant aussi et c'est super ingénieux parce qu'on se dit en fait c'est un cycle éternellement recommencé, c'est-à-dire que la vigne obtient ses sacrifices humains sans même les chercher. Et donc voilà, c'est assez horrible. Et donc voilà, c'était un livre super, avec une atmosphère incroyable. Et donc j'ai quand même retiré une étoile sur Goodreads parce que je lui ai mis 4 au lieu de 5. Je lui ai retiré une demi-étoile pour le nombre de répétitions parce que vraiment il y avait beaucoup de répétitions et à un moment donné je me suis dit mais mec 500 pages et tu nous répètes tout le temps les choses, on a compris en fait. Je sais bien que le livre est long et que du coup c'est bien parfois de répéter parce que bah, y a des gens qui lisent pas 500 pages en une semaine, hein, ils les lisent beaucoup plus longtemps, donc c'est bien de répéter. Moi ça m'a un peu énervé et parce que je trouvais qu'il n'y avait pas besoin. Et encore une demi-étoile pour cette scène absolument immonde que je n'ai pas pu lire. Mais je vous recommande ce livre, il est vraiment très sympa et j'en avais jamais entendu parler avant que Mathieu me l'offre. Donc voilà, lisez-le. Bon, par contre à vos risques et périls parce que c'est absolument affreux. Mais lisez-le, il est vachement bien. Ensuite, nous sommes allés à Étanges-Grande. Où bah, je vous ai déjà fait un bilan d'Étanges Grande. J'ai rencontré donc Sylvain Edgar et je lui ai pris le Troll médecin que j'ai lu tout de suite. Et alors j'ai pas énormément de choses à vous dire, surtout allez le découvrir par vous-même, puisque c'est une réécriture de, alors attendez je me souviens jamais de la pièce, de L'amour médecin de Molière, avec des trolls et des licornes, et c'est très sympa. C'était vraiment une petite parenthèse humoristique que j'ai beaucoup appréciée, et j'ai aimé aussi en parler avec l'autrice, parce que je l'ai lu le samedi soir et je suis retournée la voir le dimanche pour lui faire dédicacer justement. Et donc pour en parler avec elle, et c'était vraiment sympa, donc je vous le recommande. C'est très court, pas cher aussi puisque c'est une nouvelle des éditions 1115 à 2 €. Donc voilà, vous pouvez les trouver sur leur site ou alors en festival si vous allez les voir. Mais je vous recommande vraiment cette nouvelle, elle a été super sympa. Et je ne vais pas vous en dire plus parce que ben, c'est très court, donc je vous laisse découvrir. Mais moi j'ai trouvé ça très drôle, pas, j'allais dire assez absurde, mais non c'est juste... c'est vraiment sympa, il y a des références à Molière et même si on n'a pas les références, on comprend quand même. Donc voilà, c'était vraiment cool. Et donc pendant Étanges Grande à Étanges Grande, j'étais en train de lire The Adventures of Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, surtout parce que je voulais écrire une nouvelle qui reprenait Sherlock Holmes, mais surtout le personnage d'Irene Adler, et que la première nouvelle de ce recueil de nouvelles, donc c'est A Scandal in Bohemia, donc un scandale en Bohème. Et que bah, c'est la nouvelle où apparaît Irene Adler. Et j'avais abandonné ce livre enfin abandonné non, je l'avais arrêté, je l'avais mis de côté en fait parce que j'arrivais pas en fait à entrer dans les nouvelles. J'avais commencé la série avec, après avoir regardé Sherlock en entier, plusieurs fois d'ailleurs, et ça m'avait trop donné envie de lire les romans et les recueils de nouvelles, mais là vraiment j'y arrivais plus, donc je m'étais arrêtée, je crois, à The Five Orange Pips. Le livre est marqué à cet endroit d'ailleurs. Enfin, il est marqué de ouf, mais enfin, il est marqué aussi à cet endroit. Et donc, je m'étais arrêtée là et j'ai repris. Et en fait, je pense que j'ai eu raison en fait de m'arrêter et de reprendre plus tard parce que je le sentais pas. Et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai même placé le tome 4, The Memoirs of Sherlock Holmes, dans ma palle d'automne. C'était super sympa. Je me suis rendu compte que je me souvenais en fait des enquêtes que j'avais déjà lues. Et donc, c'était
c'était, enfin, j'ai aimé retrouver les indices en fait dans les enquêtes, enfin retrouver les indices dans la nouvelle, et celles que je n'avais pas encore lues, je les ai vraiment trouvées sympas. Donc je trouve que c'est un peu différent d'autres enquêtes ou thrillers ou policiers où on a beaucoup d'indices, c'est à dire qu'au début quand Sherlock découvre son patient, non, son client, il va nous décrire, enfin il va pas vraiment nous le décrire, mais il va nous dire tout ce qu'il a compris de cette personne en la voyant. Mais nous on n'a pas la description, du coup ça veut dire qu'on peut pas faire les mêmes on peut pas faire les mêmes déductions que lui au début. Donc c'est pas que je trouve ça dommage, mais ça paraît du coup beaucoup plus difficile de résoudre l'enquête avec lui, vu qu'on n'a pas tous les éléments, comme avec Hercule Poirot par exemple, ou avec Miss Marple. Je suis désolée, il semblerait que je sois un peu malade. Donc voilà, d'ailleurs c'est pas du tout le livre que j'ai fini en premier, j'en avais fini un autre mais c'est pas grave, je vous en parle juste après. Ça a aussi un lien avec Sherlock Holmes. Donc voilà, c'était super sympa, très envie de continuer. Oui, j'ai aimé en fait que ce soit des nouvelles, alors elles sont un peu, enfin elles sont pas vraiment longues mais elles font pas 2 pages quoi, elles font une trentaine, une quarantaine de pages. Mais c'est le bon format en fait pour, je trouve, apprécier l'enquête avec les personnages. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, je ne sais que vous dire de plus, lisez-les si ça vous intéresse. C'est très sympa. Je trouve aussi que l'écriture d'Arthur Conan Doyle est parfois un peu... Alors pour moi en tout cas au début, elle est parfois un peu difficile d'accès, c'est pas toujours très fluide pour moi, je sais pas pourquoi. Mais en réalité c'est très fluide à lire, ça se lit vachement vite en plus. Mais je sais pas, des fois je bute un peu sur certaines phrases, je sais pas pourquoi. C'est peut-être moi qui n'étais pas bien réveillée, je ne sais pas. Mais voilà, je vous recommande évidemment les aventures de Sherlock Holmes. Et donc le livre que j'avais fini juste avant, c'était Sherlock Holmes Beyond the Elementary de James Krasner, qui est donc un Great Courses. Voilà, parce que je vous ai dit, hein, j'ai poncé les Great Courses sur Audible. Je pense que je n'ai pas fait si j'ai fait une chronique. C'est pas vrai, c'est vrai. Alors j'ai écouté ça parce que je me suis dit c'est trop bien, c'est un essai sur Sherlock Holmes, donc on va nous parler du personnage, on va nous parler des enquêtes, on va nous parler de l'auteur, de la construction du personnage et des histoires. Et effectivement c'était ça, j'ai adoré. C'est du book, bien sûr, comme d'habitude, j'aurais dû prendre des notes, je ne l'ai pas fait, donc je réécouterai de manière plus studieuse on va dire, et là je prendrai des notes. Mais voilà, c'était génial, j'ai adoré, j'ai aimé, en fait j'ai aimé que tout se combine bien, en fait j'ai aimé, c'était évident pour moi que comme j'allais aller à Étrange Grande et que le thème c'était Sherlock Holmes, il fallait que je m'immerge dans le personnage et que je m'immerge dans l'univers. Et donc je me suis dit c'est parfait, j'écoute un Great Course dessus et je lis les aventures de Sherlock Holmes. Voilà, j'étais à fond dedans. D'ailleurs j'ai pas écrit ma nouvelle, il faut que je le fasse. Mais voilà, donc c'était trop bien. J'ai aimé, on en apprend plus sur le personnage, on apprend plus sur les sources, les inspirations de l'auteur, sur l'auteur lui-même d'ailleurs. On apprend par exemple que... Arthur Conan Doyle n'aimait pas son personnage, alors il considérait que c'était pas de la grande littérature ce qu'il faisait, que c'était voilà, quelque chose qui n'avait pas vraiment de valeur. Ce qui comptait pour lui c'était d'autres ouvrages qu'il écrivait. Et il était un peu déçu d'être connu en fait pour Sherlock Holmes, qu'il a tué d'ailleurs dans une de ses nouvelles, pour le ressusciter après parce que les fans il a trouvé que c'était aberrant d'avoir tué Sherlock Holmes, le grand détective, et donc il fallait le ramener. Et voilà, donc on parle aussi des adaptations et de... Enfin, l'auteur, James Krasner, va analyser la popularité du personnage, pourquoi il est tellement aimé. Et voilà, c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé cet audiobook, donc je vous le recommande si vous pouvez écouter en anglais, bien sûr. Je n'ai plus beaucoup de temps. On va y arriver, on peut le faire, c'est faux. On va pas y arriver. Enfin, on va pas y arriver. Si, mais je pense qu'on n'arrivera pas à le faire aussi rapidement que ce à quoi je m'attendais. Je pensais être beaucoup plus rapide. Pas du tout. Faut que j'apprenne que je ne suis pas rapide. Il faut que je garde ça en tête. Ensuite, je me suis lancée dans la lecture de L'Ami du Prince de Marianne Jeglet, qui est donc l'autrice de Vincent qu'on assassine, que je ne peux pas vous montrer car je l'ai prêté. Et bon, Vincent qu'on assassine, que j'adore absolument, que c'est un roman merveilleux. Et voilà, je devais faire une présentation en cours sur un livre récent francophone que j'avais lu, ou alors un livre qui m'avait marqué, écrit en français. Évidemment, j'ai pris Vincent qu'on assassine, hein, j'en avais plein d'autres en tête, mais c'est lui qui m'est resté. Incroyable, ce livre est formidable, lisez-le si vous ne l'avez pas encore lu, c'est juste trop beau, c'est super bien écrit. Et vraiment Vincent devient vivant en fait, c'est un hommage au peintre mais c'est aussi un hommage à l'homme et c'était magnifique. Bref, on parle pas du tout de Vincent qu'on assassine, on parle de L'Ami du Prince. Et donc ici on va suivre Sénèque. L'autrice en fait va se mettre dans la peau de Sénèque. Alors on a parfois comparé ce livre à Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar, puisque dans Mémoire d'Adrien, l'autrice Marguerite Yourcenar se met dans sa peau et donc elle écrit une lettre, son personnage, Adrien, écrit une lettre à Marc Aurèle pour lui raconter sa vie. Donc c'est l'occasion pour l'autrice de faire une biographie d'Adrien tout en se mettant dans la peau du personnage et donc en parlant de ses sentiments et tout ça.
Et ici c'est un petit peu la même chose, même si pas vraiment, puisque Marianne Jeglet va se mettre dans la tête de Sénèque qui va écrire une lettre à Lucilius, hein, puisque Sénèque est connu, un grand philosophe stoïcien, est connu pour avoir écrit des lettres à son ami Lucilius, qui ont été publiées. Et donc il écrit une dernière lettre à Lucilius, puisqu'il a été condamné à mort par l'empereur Néron, et il va, alors pas vraiment faire son mea culpa, mais il va, pas non plus essayer de se justifier, je sais pas comment le dire, il va, comment dire ça? Oui, voilà, ultime moment d'introspection, c'est ça. Il va s'interroger sur, sur l'exercice du pouvoir, sur son rôle dans tout ça, sur est-ce qu'il a bien fait ou pas. Alors, c'est un peu pas stérile comme entreprise, mais il n'aura pas la réponse en fait à ces questions. Puisque personne ne lui répondra. Mais, puisque ce sont ses derniers instants. Et moi, enfin, en fait, on a vraiment l'impression que là, Sénèque écrit une lettre à son ami, une dernière lettre, puisqu'il ne le reverra pas, de toute façon. Il lui écrit une dernière lettre et c'est une façon pour lui de se décharger, en fait, du poids de ce qui lui pèse dans ces derniers instants, dans cette dernière journée. Et j'ai trouvé que c'était... Enfin, j'ai beaucoup aimé déjà la démarche. Je trouve que c'est génial, en fait, d'avoir ce personnage historique dans lequel l'autrice va se glisser et qui va... Enfin, le personnage va parler à travers elle. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte là, mais... Enfin, c'est vraiment... C'est ces impressions-là que j'ai eues et c'est vraiment l'idée que je me faisais du livre avant le livre. Alors, une fois que je l'ai lu, donc j'ai fait une chronique par contre pour lui, il me semble... Non, je dis n'importe quoi, j'ai pas fait de chronique. Parce que je suis quelqu'un de bête, hein, c'est connu. Non, vraiment, j'ai oublié, j'ai pas encore eu le... Non, j'ai pas encore fait de chronique. Bon, alors je vais vous en parler comme ça. Donc je l'ai lu en lecture commune avec une amie. C'est elle qui me l'a fait découvrir, il me semble en plus. Donc voilà, je ne suivais pas trop l'actualité de Marianne Jeglet et voilà, elle me l'a fait découvrir, je l'ai trouvé d'occasion chez Gibert, je m'en suis saisie avec joie et je l'ai lu. Et en fait, alors déjà, le pauvre, l'ami du prince, a pâti de la comparaison avec Vincent qu'on assassine, parce que je pense que j'ai tellement aimé ce roman. Et j'ai tellement été émue par Vincent que du coup je m'attendais un peu à être autant émue en fait par Sénèque. Et c'est pas ce qui est arrivé. Elle rend Sénèque humain, puisque on voit souvent Sénèque comme un philosophe stoïcien assez détaché de... Enfin la philosophie stoïcienne quand même c'est une philosophie qui est assez détachée des émotions, assez détachée de... voilà de... Le but de la philosophie stoïcienne, me semble-t-il, hein, parce que je ne suis pas non plus une experte, mais le but de la philosophie stoïcienne, c'est d'accepter en fait ce qui nous arrive. Et donc, c'est un peu, enfin, on peut s'imaginer Sénèque comme quelqu'un de très sec et de très froid. D'ailleurs, je vous en reparlerai puisque j'ai lu un autre texte après qui évoquait Sénèque. Mais là, du coup, elle le rend plus humain, puisqu'on a vraiment ses mots à lui, on a l'impression qu'il nous parle en quelque sorte, même s'il utilise le nom de Lucilius à plusieurs reprises, on a l'impression qu'il nous parle. Mais en fait, j'ai pas réussi à aimer autant que Vincent qu'on assassine. Bien sûr, je l'ai comparé, enfin, c'était pas intelligent de ma part, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai aimé voir l'histoire d'un autre point de vue, puisqu'on a souvent l'histoire à travers les historiens, par exemple Suétone ou qui a écrit une histoire de Néron. Bah, Virginie Giraud, par exemple, qui a écrit la véritable histoire des 12 Césars. Donc on a la vue des historiens, et puis on a la vue d'un personnage qui a vécu le moment. Et donc on voit Néron de manière très très différente. Alors je connaissais l'histoire de Néron, je savais ce qui se passait, je savais que pourquoi entre guillemets il avait condamné Sénèque. Je savais ce qu'il avait fait. Pas la toute fin par contre, ça m'a vraiment surprise, mais le reste je savais. Et donc voir tout ça, enfin en fait le livre réussit à nous rendre Sénèque et Néron pas agréable, mais enfin Sénèque oui. Sénèque est touchant, mais Néron il est presque attachant au début. C'est vrai, c'est vraiment, on le découvre enfant, on découvre Sénèque en tant que professeur qui tente d'apprendre des choses à son élève, et c'était vraiment beau le fait que l'autrice parvienne à rendre Néron, un personnage qui est dans l'imaginaire collectif et dans l'histoire antique en général, écrite depuis l'Antiquité, et un personnage assez monstrueux, ou en tout cas qui est montré comme assez monstrueux, elle le rend vraiment humain, et on s'attache un peu à lui. Bon alors après, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, spoiler, pour ceux qui la connaissent, bah c'est historique, Néron devient un être assez cruel, un empereur qui est... on va dire qu'on se souvient de lui pour le martyre des chrétiens par exemple, ou pour
le meurtre de sa mère, ou le suicide de Sénèque du coup, puisqu'il le condamne au suicide. Il le condamne à mort par suicide. Et donc voilà, c'est vraiment un empereur qui représente l'horreur du pouvoir et la cruauté du pouvoir et le fait que le pouvoir lui monte à la tête, puisque bon, sa mère par exemple a assassiné l'empereur Claude pour qu'il arrive au pouvoir. Britannicus sera assassiné peu de temps après. Voilà, c'est vraiment un personnage, un tyran en fait, qu'on ne voit pas du tout comme un être humain, mais qu'on voit comme un monstre, j'allais dire dégénéré peut-être pas, mais oui, un monstre absolument abominable. Et donc là vraiment le tour de force de Marianne Jeggle, c'est d'essayer de le rendre humain et de le... Alors c'est pas Néron le personnage principal, hein. D'ailleurs j'ai des reproches à faire à la fin. Je trouve que la fin se concentre trop sur Néron, et j'étais un petit peu déçue en fait, notamment de la dernière phrase. Parce que ça... Enfin ce texte il est centré sur Sénèque, et du coup la dernière phrase va renvoyer tout le texte à Néron. Et moi j'ai trouvé que... Enfin voilà, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça un peu dommage. Mais bref, donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé la plume de Marianne Jeggle avec joie, mais j'ai moins surligné, j'ai moins noté, j'ai trouvé que c'était moins touchant, moins prenant. Même les parties touchantes l'étaient moins. Donc voilà, c'est toujours aussi bien écrit. Mais voilà, j'étais moins touchée par Sénèque que par Vincent Van Gogh. Et voilà, ça reste une histoire incroyable. Je pense que ceux qui ne connaissent pas l'histoire vont être surpris par tout un tas de retournements de situation. Notamment la fin. Alors pour le coup, la fin, je ne savais pas que c'était arrivé, donc spoiler. À la fin, en fait, on découvre que Néron a condamné à mort le neveu et Lucilius, en fait. Donc Marcus va mourir, et Lucilius aussi. Et du coup, c'était vraiment absolument horrible de se rendre compte que Néron va vraiment au fond de la cruauté. C'est-à-dire qu'au moment où Sénèque va mourir, il a accepté qu'il mourrait. Il est résolu, en fait, il est résigné, plutôt. Et voilà, il sait que le moment de sa mort est arrivé. Et même s'il fait son introspection et qu'il se demande s'il a bien fait, il finit par mourir en acceptant tout ce qu'il a fait. Donc il est en paix. Et puis le moment où il a trouvé la paix, eh bien Néron lui dit, mais tu sais, tu as voulu sauver Marcus, ton neveu, tu l'as fait envoyer chez Lucilius, et ben je les ai arrêtés tous les deux et ils vont mourir. Et ça c'était vraiment Enfin voilà, Néron devient vraiment un personnage ignoble, et c'est pour ça aussi que je trouve dommage que la dernière phrase du livre soit centrée sur Néron. J'aurais vraiment préféré qu'on reste sur Sénèque, et voilà. Mais j'ai aussi bien aimé que, un petit peu comme dans Dictator de Robert Harris, pardon, sur Cicéron, on nous parle d'un esclave affranchi du coup de Sénèque qui récupère en fait cette dernière lettre et qui la publie. Et donc voilà, donc c'était vraiment bien, hein, mais moins que Vincent qu'on assassine, donc voilà. Voilà, un peu déçue. En fait, j'aurais dû le lire sans vraiment, enfin, en ayant plus du tout Vincent qu'on assassine dans la tête, mais c'est pas possible puisque le livre existe et qu'il vit toujours en moi. Donc voilà, c'est dommage, mais bon. Alors, je suis pas encore arrivée à la moitié et Mathieu arrive bientôt, donc je vais devoir me dépêcher. Alors, j'ai ensuite lu donc un livre en rapport avec ce que je vous disais du coup sur l'ami du prince, et aussi pour ça que j'avais très envie de le lire. J'ai lu Philocomics, 10 philosophes, 10 approches du bonheur, de Jean-Philippe Thivet, Jérôme Vermeer et Anne-Lise Combeau. Donc c'est une BD. Voilà. J'espère que vous voyez bien, parce que j'en ai absolument aucune idée. Voilà, on tombe sur Sénèque, c'est parfait. La mort, même pas peur, voilà. Donc il y avait toute une partie sur Sénèque, donc que j'ai moins apprécié du coup, parce que comme Sénèque était devenu tellement vivant pour moi dans l'ami du prince, là il est beaucoup moins. Mais du coup c'est une BD qui reprend, comme c'est écrit, hein, 10 philosophes pour 10 approches du bonheur différentes. Donc on va partir de Platon pour arriver jusqu'à Nietzsche. Et c'était vraiment super intéressant, j'ai beaucoup aimé cette BD. Je crois que je lui ai enlevé juste une étoile, mais je sais plus pourquoi. Peut-être pour Sénèque. Enfin voilà, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai repris aussi, enfin du coup comme je vous l'ai dit, j'ai envie aussi de reprendre la philo de manière plus, alors pas du tout universitaire, mais de manière libre, mais pour me remettre un petit peu là-dedans. Et c'était intéressant du coup de passer par là. D'ailleurs Mathieu l'a lu aussi, et il pense que ça doit être intéressant aussi par exemple pour le bac ou pour des gens qui ont envie de reprendre la philo et de passer par quelque chose de plus, peut-être moins intimidant et plus compréhensible que certains philosophes qui du coup écrivent de manière très sèche, que ça peut être sympa en fait d'avoir leurs idées de cette manière là. Effectivement je trouve que c'est vraiment cool, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, j'aimerais bien d'ailleurs acquérir ces BD puisque je les ai empruntées, et voilà, que vous dire, j'ai pris des notes en lisant les BD, donc j'ai mis plus de temps à les lire que normalement quand on lit
une bande dessinée. Mais voilà, c'était super intéressant. Bon, il y a des philosophes avec lesquels pas du tout, hein, ça matche pas. Par contre, il y en a d'autres avec lesquels beaucoup plus. Et donc ça a aussi... Enfin, j'ai aussi noté des œuvres emblématiques de ces auteurs à lire, parce que j'ai envie d'en apprendre plus et de fouiller un petit peu plus leur répertoire. Et aussi, quand même, c'est important de le dire, c'est assez drôle quand même. Voilà, il y a quand même de l'humour, c'était sympa, j'ai éclaté de rire à plusieurs reprises. Donc voilà, je vous le recommande fortement si vous avez envie de vous y remettre ou si vous avez envie de découvrir un petit peu. Ensuite, on a un autre Great Course d'Audible. On a Edgar Allan Poe, Master of Horror. Je crois que c'est le meilleur livre que j'ai lu, enfin que j'ai écouté du coup, ce mois-ci. C'était génial, puisqu'on va nous parler de Edgar Allan Poe. Et j'ai pas fait de chronique parce que... bien sûr. Donc on va nous parler d'Edgar Allan Poe, on va nous parler de sa vie personnelle, on va nous parler de ses œuvres. L'auteur va d'ailleurs analyser ses œuvres, j'ai trouvé ça génial. Il va nous, par exemple, il analyse The Fall of the House of Usher, que j'adore, c'est ma nouvelle préférée. Il va nous parler du corbeau, il va nous parler de ses poèmes, il va nous parler de ses nouvelles, il va nous parler, oui, comme je vous le disais, de sa vie personnelle. Il va parler de thèmes précis dans son œuvre. Il va parler de ses inspirations, des gens qui l'a inspiré. Il va nous parler de Baudelaire, qui l'a traduit. Voilà, enfin, ce Great Course, c'est vraiment mon préféré de tous ceux que j'ai écoutés, je ne sais pas. Il est, on va dire, au même niveau que How Horror Works in Books and Movies. Vraiment, c'est génial. Donc, je sais que je vais le réécouter pour prendre des notes, mais je sais aussi que je vais acheter les biographies d'Edgar Allan Poe parce que je me dis que du coup, une bonne biographie, bien écrite avec analyse d'œuvre, c'est génial. Donc voilà, c'est un peu comme les biographies que je lis, The Invention of Angela Carter par exemple, auquel je pense tout de suite là, puisqu'il y a vraiment une vraie recherche sur les analyses, sur les œuvres de l'autrice, tout ça. C'était formidable, j'ai adoré ce audiobook. Et je l'ai lu pile au bon moment, on va dire, parce que je sais pas, j'ai été complètement immergée dedans. Alors le seul problème pour moi dans cet audiobook, qui est donc écrit et narré par Marc Canada, je crois, oui, c'est que l'auteur en fait va changer de voix quand il lit les extraits et vraiment il prend une voix trop bizarre, je sais pas, et je vous fais un petit peu ce qu'il fait. Alors je vous prends un livre n'importe lequel, il va vous dire à l'abri, derrière ces immenses murailles, Gémina est une ville tentaculaire. Non mais mec, non, s'il te plaît lis pas comme ça, c'est horrible. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez, j'ai pas du tout aimé la façon dont il lisait les extraits. Il le faisait pas toujours d'ailleurs, il prenait des voix différentes, mais vraiment il y a des moments où c'était, non, pas du tout. Donc voilà, mais c'était un super moment passé. J'ai découvert plein de nouvelles choses sur Edgar Allan Poe que je ne connaissais pas et ça m'a donné envie de le relire aussi. Donc voilà. Ensuite on passe à une autre BD, Philocomics 2, 10 nouvelles approches du bonheur pour être heureux ensemble. Alors cette fois c'est pas du tout, alors si Philocomics 1 est centré sur le bonheur personnel, Philocomics 2 est plutôt centré sur le bonheur collectif, c'est-à-dire le bonheur en société ou avec aide de l'État ou ce genre de choses, enfin avec aide de l'État. On va nous parler de l'État aussi, puisqu'on va avoir Hobbes, il me semble, avec son Léviathan. Oui, donc là on part d'Aristote et on arrive jusqu'à Hannah Arendt. Alors il y a, Mathieu m'a fait remarquer que dans l'arrière, la quatrième de couverture, l'éditeur a confondu Montesquieu et Diderot. Voilà, bon. Et on a surtout un... Oui, effectivement. Et donc on a surtout des auteurs que je connaissais beaucoup moins, par exemple Tocqueville, qui m'a donné super envie de lire donc ses œuvres. Et voilà, c'était super intéressant, je crois que je l'ai préféré, enfin je l'ai préféré. Non, j'ai beaucoup aimé celui-là. C'est vraiment très différent puisque là on va vraiment nous parler du bonheur commun, du bonheur en société, du bonheur du plus grand nombre par exemple. Donc c'est un peu différent, mais c'était quand même super intéressant, j'ai pris aussi des notes du coup. Et par contre là ma UG c'est clairement explosé par contre. On a Sartre aussi. Alors Sartre, je suis désolée, hein. Mais Sartre il ressemble à Mr Bean quand même. Non mais attendez, je sais pas si vous voyez bien, mais hop, voilà. Sartre c'est Mr Bean. Enfin voilà, je pas pu me retirer ça de la tête donc. Bref. Et donc Hannah Arendt surtout que j'ai très envie de lire. J'ai un livre d'elle qui est là quelque part et que l'on ne voit pas. Non, je sais pas où il est. J'ai un livre d'elle sur le totalitarisme et j'aimerais bien aussi lire son livre sur la culture, tout ça. Voilà. Hâte de lire tous ces philosophes. Ça m'a vraiment remis dedans. Ensuite, j'ai encore écouté un autre Great Course, The Science of Sci-Fi from Rap Speed to Interstellar Travel de Erin McDonald. Alors celui-là, j'ai eu beaucoup plus de mal parce que, bon alors déjà... C'est science heavy on va dire, hein. On nous parle beaucoup de science, c'est le but, hein, puisqu'on va nous parler de la science-fiction. Donc qu'est-ce qui est scientifique dans la science-fiction, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et vraiment je trouvais ça intéressant comme idée. D'ailleurs j'ai un essai sur
sur ma liseuse à ce sujet. Problème, on va nous parler de théories scientifiques très très lourdes, on va dire très poussées. Et j'étais dans le train. Voilà. Donc j'ai pas trop... Voilà, ça m'a pas... ça a été assez compliqué pour moi de comprendre tout. Et surtout, on parle pas suffisamment de science-fiction pour moi. Il y a des moments, hein, bien sûr, où on analyse certains passages, par exemple dans Star Trek, ou dans Star Wars, ou dans une série, je me souviens plus son nom, mais ça commence par un V. Veltron, je sais plus. Bref. Donc c'était super intéressant, mais et d'ailleurs par exemple c'était aussi intéressant d'avoir une petite partie sur Interstellar et le trou noir, mais c'était pas, voilà, j'ai eu un peu plus de mal avec celui-là parce que c'est pas, je suis peut-être pas assez calée en sciences pour comprendre tout ça comme ça en fait. C'est beaucoup plus simple pour moi du coup de lire et de lire visuellement que d'écouter pour le coup. Donc voilà. Un peu, pas déçue, mais voilà. Faudrait aussi que je le réécoute. Celui-là, je sais pas si j'aurai la foi. Mais voilà, c'était quand même intéressant. J'aime bien l'idée en fait d'expliquer la science de la science-fiction. Je trouve ça génial. Mais voilà. Donc, un peu déçue, mais bon, ça passe. Ensuite, j'ai lu une autre BD que j'ai fait dédicacer hier d'ailleurs, avant-hier, par ses auteurs. Donc c'est À l'école des lettres 2, Récréation de Popésie et Maïté Robert, génial évidemment. J'ai un tout petit peu moins aimé que le premier tome, mais c'était pour autant incroyable. J'adore À l'école des lettres, c'est formidable. Je ris énormément quand je le lis. J'adore les différentes références à tout un tas de choses. Par exemple, alors attendez, voilà. Alors Halloween, qui je pense est mon strip préféré. Où on a tout un tas de références sur les personnages, par exemple. Alors, pour vous donner juste... On va prendre l'exemple de la première page. Ici, on a Zola, qui est habillée en mineur, et pour moi, ça fait référence à Germinal. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et on a Victor Hugo, on a Rimbaud, on a Maupassant. Voilà, c'était vraiment cool, donc je vous montre un petit peu, voilà. Ça donne ça. J'adore les couleurs, j'adore le style de Maïté Robert, j'adore le scénario. Je ris énormément en le lisant. Notamment, alors il y a un passage avec les parents, puisque les élèves, on leur demande de compléter une fiche sur leurs parents. Et il y a Charles Baudelaire qui dit dans la case père, je dois mettre les informations sur mon beau-père. Je préférerais pas, je le déteste, c'est un gros bâtard. Ça me fait rire à chaque fois, je sais que c'est complètement... Voilà, mais ça me fait rire. Donc voilà, donc j'adore ce livre. Et on a tout un tas de références, comme je vous le disais. On a l'élection des délégués de classe, on a la politique dans le 19e siècle, on a les expériences de Jules Verne. Enfin voilà, j'adore ce livre. Il est incroyable. Je vous le recommande fortement si vous ne l'avez pas encore lu. Qu'est-ce que vous attendez? Ce livre est génial. Allez le lire. Alors ensuite j'ai lu une autre nouvelle, cette fois de David Brie, enfin deux petites nouvelles du coup. Le roi de la clairière suivi de Ce que l'homme croit. Très très court mais très efficace. Alors les nouvelles du coup étaient vraiment très courtes, c'est pour ça qu'ils en ont mis 2 à l'intérieur je pense. J'ai adoré, j'ai trouvé ça... Alors David Brie a un talent pour les histoires très cruelles. Mais pas cruelles dans le sens où il veut vous briser le cœur pour vous briser le cœur, mais c'est vraiment cruel parce que c'est comme ça entre guillemets, enfin je sais pas comment dire, mais c'est pas de la cruauté de la part de l'auteur, c'est vraiment, il constate que la cruauté existe dans le monde et il vous la restitue sous forme de nouvelles. Le roi de la clairière c'est ça, et c'était, voilà, et Ce que l'homme croit c'est un peu ça aussi, et voilà c'était juste, enfin j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de revoir l'auteur pour le faire signer, et voilà. Mais du coup je commence à adorer cette collection des chronopages, c'est ça? Oui, chronopages de chez 1115. Je me suis inscrite d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, pour obtenir pour recevoir les nouvelles comme ça chez moi pendant toute l'année. Et voilà, trop bien. Je ne peux que vous le recommander. Allez le lire, c'est génial. Alors, est-ce que je vous... Non, je crois que je peux même pas vous résumer les deux nouvelles parce qu'en fait je vais vous les spoiler forcément. Donc voilà, on va dire que le roi de la clairière c'est très... j'allais dire une évolution naturelle, mais non, une évolution dans la nature. Et Ce que l'homme croit, c'est plus centré sur ce qu'on est prêt à croire. Voilà. Je peux rien vous dire de plus, sinon je vais vous spoiler, ce serait vraiment dommage pour quelque chose qui fait 28 pages. Donc voilà, allez le lire, c'est top. Alors, on passe à un roman pour lequel j'ai fait une chronique cette fois, parce que cette fois, je suis sûre de l'avoir fait, je me souviens, j'ai passé un certain temps à la faire. C'est un livre que j'ai emprunté, c'est un livre que j'ai pas aimé. Voilà. Donc préparez-vous à... Alors pas un rant, hein, parce qu'on va pas jusque là, mais quand même c'est vachement bon. Alors, j'ai lu The Last d'Anna Jameson. Et bon,
C'est un roman que je voulais lire parce que déjà, incroyable cette couverture. Alors les end pages sont aussi incroyables. Enfin voilà, moi j'adore, je trouve ça génial. Je trouve que ça campe déjà bien l'histoire. Et en fait j'aurais dû me douter que ce livre allait pas être pour moi parce que c'est un livre post-apocalyptique. Et même l'apocalypse arrive pendant le livre, puisqu'on a une attaque, enfin une frappe nucléaire sur Washington, et en fait du coup il y a des frappes nucléaires dans le monde entier, et c'est la fin du monde concrètement. En gros. Et pourquoi j'ai lu ça du coup? Parce que c'est vraiment pas mon style de lecture, je n'aime pas ça du tout. En fait je l'ai lu parce que j'adore les mystères, enfin des murder mysteries du coup, on dirait les mystères, les enquêtes où on n'a pas d'enquêteur en fait, c'est pas un policier, c'est vraiment une enquête faite par un narrateur qui n'est pas policier. Et ça j'aime beaucoup. Du coup je pense que c'est ça qui m'a attirée, surtout qu'ils sont dans un hôtel, donc c'est un huis clos. Voilà, c'est ça en fait qui m'a donné envie de lire ce livre. Mais vraiment, enfin, le post-apo c'est pas pour moi, ça m'angoisse beaucoup. J'y prends pas plaisir, c'est vraiment pas sain pour moi de lire du post-apo, je pense. Donc voilà. Mais quelque part, je pensais que ce serait peut-être moins le centre du livre, puisqu'on avait le Murder Mystery qui était censé être au centre. Et en fait, oui, c'était effectivement downplayed, au sens où c'était un peu en retrait. Mais c'est aussi une façon pour le personnage principal de survivre en fait à ce qui lui arrive. Donc il se centre sur ce Murder Mystery pour ne pas sombrer dans la dépression. Donc voilà, donc c'est pour ça en fait que le Murder Mystery est mis en avant. Mais on a toujours le background, forcément l'arrière-plan d'Apocalypse en fait derrière. Et donc comme je l'ai expliqué, dans tous les huis clos que j'ai lus, presque, on a un côté cosy parce qu'on a envie de rester, enfin là par exemple même le personnage nous le dit, le narrateur, il a envie de rester dans l'hôtel parce que c'est safe, voilà, ils sont en sécurité dans l'hôtel, c'est un endroit où on ne peut pas l'atteindre, il est voilà, en sécurité quoi. Mais d'un autre côté c'est vraiment, on devient claustrophobe à un moment donné parce qu'on a l'impression qu'on est oppressé dans cet endroit qu'on ne peut pas quitter, et donc on est piégé en fait, et on commence à soupçonner tout le monde, et donc voilà, bon, en fait, au début je me suis dit, je sais pas si j'ai aimé ce livre ou pas, mais plus j'avance et plus je me dis vraiment, j'ai pas aimé. Donc j'ai fait une liste de pour et de contre, que je vais vous donner là. D'abord ce que j'ai aimé. J'ai aimé que les personnages sont assez complexes et pas vraiment des caricatures. Alors certains en sont quand même. Mais c'est sans doute à cause de ce qu'ils vivent, donc ils vont jouer un rôle, qu'ils se sont obligés de jouer, qu'ils se sentent obligés de jouer parce qu'ils se retrouvent dans cette situation. Par exemple, j'ai beaucoup aimé Tommy, qui aurait pu être une grosse caricature et qui en fait ne l'est pas. Bon, genre j'ai expliqué en spoiler. Oui, je sais pas trop pourquoi je l'ai aimé, mais je l'ai beaucoup aimé. Je peux pas trop vous en dire, puisque vous allez la découvrir vous-même si vous voulez lire le livre. J'ai aimé l'ambivalence du coup entre le côté cosy et le côté oppressant de l'hôtel. Alors je pense que c'est une référence à Shining, hein, clairement. J'ai pas pu m'empêcher d'y penser tout le long. Hein. D'ailleurs, je crois que les personnages font référence à Shining à un moment donné. Donc voilà. Il y a aussi peut-être éventuellement quelque chose qui... Enfin, il y a un élément surnaturel qui va arriver dans le livre, je peux pas trop vous en dire, mais ça pose tout un tas de questions auxquelles on n'aura pas de réponse en fait. Donc le roman va rester fantastique. On n'aura jamais la réponse, on va douter tout le long. Est-ce qu'il y a quelque chose de surnaturel ou pas? J'ai trouvé que du coup, la façon dont les personnages étaient représentés dans ce type de situation, c'est vraiment réaliste au sens où on imagine très bien les gens réagir de cette façon. Assez complexe, le fait de désespérer, les gens qui tentent quand même d'y aller, les gens qui sont dans le déni, les gens qui se suicident, l'espoir aussi qui résiste, le fait d'être résilient aussi. Voilà. J'ai l'impression qu'en fait tous les personnages, il y avait une palette de personnages qui représentaient en fait ce qui pouvait se passer dans ce genre de situation. J'ai trouvé la dernière page hyper intelligente parce que John est le narrateur et il n'est pas tout à fait, c'est un unreliable narrator, donc c'est un narrateur auquel on ne peut pas faire confiance. On peut imaginer qu'il ment, qu'il embellit, qu'il interprète des choses d'une certaine façon et que c'est pas la réalité, c'est pas la vérité, c'est sa version à lui. La façon dont il fait le portrait des gens aussi, parce qu'à un moment donné on a Tommy il fait le portrait de Tommy et elle-même lui dit oui je suis sûre que tu m'as représenté comme ci comme ça, bah moi tu sais j'écris ça sur toi, et en fait on se rend compte du coup que oui on a le filtre du personnage, du narrateur tout le long, et que c'est pas forcément la vérité, donc on peut pas avoir confiance en lui. Mais j'ai beaucoup aimé la fin, qui fait référence aussi à quelque chose qui se passe au début, je peux pas vous dire quoi. Alors j'ai parlé dans des twists, mais c'est un spoiler.
Oui, alors spoiler du coup, sur un gros twist dans le livre, à un moment donné on se rend compte qu'il y a une ville qui existe toujours et j'ai beaucoup aimé ça, vraiment j'ai ressenti un espoir incroyable, il reste une civilisation. Et bon, bien sûr, il y a de la méfiance aussi quand même, parce qu'on sait pas trop comment ça fonctionne. Mais j'ai aimé que ça se finisse pas en mode il n'y a plus rien et c'est la fin du monde et tout le monde meurt et bye. Voilà, j'ai aimé qu'il y ait cet espoir. J'ai aussi, alors j'ai noté que j'avais aussi adoré la fin, du coup. Je vais vous spoiler à nouveau. Donc, spoiler. J'ai aussi beaucoup aimé la fin, alors pas du tout le côté religieux, démoniaque, très bizarre. Là, par contre, c'est vraiment un élément que j'ai pas aimé. C'est plutôt le fait que Nadia dise à John de ne pas revenir. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment, ça enfonce le clou sur le fait que John, on peut pas lui faire confiance. C'est vraiment pas un narrateur où on se dit, il a tout compris, pardon, en fait, il a rien compris. Et il sait pas ce qui se passe autour de lui. Et voilà, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment cool. Pour autant, on sait pas trop pourquoi elle lui dit de pas revenir. Est-ce que c'est le prophète qui avait raison ou est-ce que c'est juste qu'elle a peur pour lui? On sait pas. J'ai aimé que ça reste ambigu du coup. C'était super intelligent et oui j'ai aimé, du coup ça conserve le côté fantastique du texte et ça c'est génial. Mais il y a beaucoup d'éléments que j'ai pas aimé. Alors par exemple le Madame Esprit pour moi c'est une excuse et c'est le cas. C'est une excuse puisque John a besoin de quelque chose qui le fait sortir de ce qui se passe autour de lui. Il veut oublier un petit peu que c'est l'apocalypse. Et donc il va prendre la mort d'une jeune fille comme prétexte pour se lancer dans une enquête et pour avoir quelque chose à faire. Et je trouve que ça se sent. J'ai écrit qu'il y avait en fait deux enquêtes, mais je peux pas vous dire pourquoi. Et très rapidement, je me suis dit que sans doute ces deux enquêtes étaient liées. Mais voilà, j'ai pas trop vous en dire, j'ai pas envie de vous spoiler. J'ai pas du tout aimé la résolution du Madame Mystery. Vraiment pas. Non, j'ai vraiment pas apprécié ça. Je parlais aussi du fait que certains personnages sont stéréotypés. Parfois c'était un peu un inconvénient, je trouve. Il y a certains personnages masculins qui sont très cool. J'ai beaucoup aimé Rob et Nathan par exemple. J'ai même aimé le personnage de Peter qui a l'air d'évoluer un peu. Par contre John, juste... C'est le narrateur du coup. Insupportable. Insupportable. Vraiment c'est la caricature. Enfin je pense que c'est l'autrice qui l'a écrit comme ça. Hein. Pour le coup c'est pas... Enfin, je pense pas que ce soit moi qui le lire. C'est vraiment la caricature du mec blanc, académicien, qui est convaincu qu'il a raison. Même quand il l'est pas. Et qui est vraiment super désagréable à suivre la plupart du temps. Et je pense qu'il est fait pour ça, enfin je veux dire l'autrice l'a construit comme ça. Bah enfin du coup, bah je sais pas, j'aurais peut-être aimé un autre personnage. Ouais, voilà, alors il y a un truc que j'ai absolument détesté à son sujet. Spoiler, il trompe sa femme. C'est vraiment un truc que je supporte pas. Dans les classiques ça passe, je sais pas pourquoi, dans certains classiques ça passe. Mais là, dans les romans contemporains comme ça, non, non pas du tout. Et donc il nous dit qu'il trouve des excuses au fait qu'il trompe sa femme. Va te faire... voilà. Hein. Et il le fait encore là. Ok. Excuse, c'est la fin du monde. Ok. Il rabaisse les gens. Parfois sans y penser, hein, comme ça. Il se déteste parce qu'il sent que vraiment il est pas très sympa avec les gens. Arrête. Il se décharge aussi sur les gens, c'est-à-dire qu'il parle et c'est tout. Ok. Et il sort enfin il y a des informations ultra importantes sur l'enquête qu'il mène, qui sort à des gens qu'il connaît pas, comme ça, et toi t'es là, mais t'es le pire détective du monde en fait, enfin. Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà. Spoiler, ça s'arrête là. Oui, j'ai trouvé que voilà, c'était une bonne façon de le représenter parfois, parce qu'il y avait des choses qui collaient avec la situation dans laquelle il se trouve. Mais juste, j'ai détesté ce personnage, j'ai détesté le suivre. En fait, c'est aussi pour ça que je pense que j'ai vraiment pas aimé le livre. Il est insupportable et j'avais juste pas envie d'être avec lui. Donc voilà. J'ai pensé à abandonner le livre parce que j'arrivais pas à le supporter. Mais j'avais trop envie de connaître la fin, donc j'ai continué à lire. J'ai écrit que j'aimais pas les décors post-apocalyptiques parce que je déteste la violence qui peut naître dans ce genre de contexte. Et je pensais du coup que ça allait être en arrière-plan. Et non, il y a des moments où c'est clairement là. Et d'ailleurs la violence arrive d'un coup et on s'y attend pas. Et ça m'a vraiment... ça m'a mis super mal à l'aise. Donc voilà, alors je vous spoil pas vraiment parce que c'est des thèmes qui sont régulièrement abordés dans les
texte post-apocalyptique, mais des hommes qui tentent de violer des femmes parce que bon c'est la fin du monde donc pourquoi pas, des gens qui en tuent d'autres, les suicides, le cannibalisme parce que des personnes qui n'ont pas de ressources font comme ils peuvent pour se nourrir, donc cannibalisme, bah non. Donc voilà, c'est vraiment des trucs que je déteste lire, donc voilà, je pense que peut-être je devrais arrêter de lire des livres apocalyptiques et post-apocalyptiques parce que je me sens vraiment pas bien, et en même temps j'aimerais continuer à en lire parce que ça me sort de ma zone de confort et du coup je découvre d'autres textes, et parfois j'aime, hein. Par exemple j'ai aimé Station Eleven qui est un texte qui me met profondément mal à l'aise, mais j'aime quand même, je l'aime quand même, et ce texte, et voilà, donc je me dis qu'il faudrait peut-être que j'arrête, et en même temps je me dis que c'est intéressant de lire des choses différentes. J'aimerais bien par exemple lire The Road de Cormac McCarthy, mais je sais que c'est un texte déprimant et que voilà, je sais pas si c'est une bonne idée pour moi de le lire. Un jour peut-être. Et j'ai pas du tout été satisfaite par la fin, mais alors pas du tout. L'explication du Murder Mystery, c'est pas du tout. Donc je vais vous spoiler à nouveau. Il y a un côté religieux que j'ai vraiment pas du tout apprécié. J'ai l'impression que ça rentre pas du tout dans le roman. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas du tout apprécié ce... Voilà. J'ai rien contre le trope en lui-même, mais là je trouve qu'il rentrait pas du tout dans le livre. Donc voilà, il vient un petit peu de nulle part, et voilà, j'ai pas du tout aimé. Donc en fait, j'avais mis à l'origine 3 étoiles et demie à ce livre sur Goodreads. Je suis descendue à 2 parce que vraiment, ça passe pas du tout. Voilà. Je pense que c'était la dernière longue chronique de... Pas du tout, il en reste un. J'ai pas encore de nouvelles de Mathieu, donc peut-être j'ai le temps de vous finir ça. Alors j'ai aussi écouté The History of a Superhero de Lan Dong, encore un great course sur Audible, que j'ai adoré. Alors j'ai vu des gens qui vraiment aimaient pas ça parce qu'ils disaient oui, enfin bon, si on s'y connaît un tout petit peu en super-héros, on sait des informations qu'on a déjà. Et non, moi j'ai appris plein de trucs sur la formation de l'entreprise DC Comics, sur la formation de l'entreprise Marvel, sur leur franchise, sur les personnages, sur l'histoire de ces personnages. Enfin j'ai trouvé ça vraiment super. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas pris de notes à nouveau, mais je pense que je vais m'acheter un bouquin sur l'histoire du super-héros et l'histoire des franchises de super-héros. Mais vraiment j'ai trouvé ça top. J'ai passé un super moment et voilà, pas grand chose d'autre à vous dire, mais c'était génial. J'ai beaucoup aimé en apprendre plus, et du coup ça m'a donné envie, comme je vous le disais, de prendre des essais et d'en lire davantage sur le sujet. Ensuite j'ai lu en lecture commune Capitale du Sud, tome 2, 3 Lucioles de Guillaume Chamanadjian, pardon. Et là j'ai fait une chronique et bon, alors, c'est pas un spoiler, j'ai pas aimé le livre. Vraiment pas aimé. J'ai même eu beaucoup de mal avec ce texte. J'ai lu le tome 1 évidemment, hein, et j'ai lu aussi le Capitale du Nord tome 1, que j'ai moins aimé que le tome 1 de Capitale du Sud, et donc je m'attendais à aimer aussi le tome 2. Et alors, j'ai pas détesté, mais j'ai pas du tout passé un bon moment. Surtout parce que le personnage principal, Nox, est juste insupportable. Alors, c'est écrit à la première personne, donc on est dans sa tête tout le long, et juste... Déjà dans le tome 1, il était un peu énervant, mais alors là, il est pédant, il est pénible, il explique tout, il est insupportable, il interprète tout, sa voix narrative est juste... Non. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut pas, genre, s'extraire de la tête de Nox et passer dans la tête de quelqu'un d'autre parce qu'il est insupportable? Est-ce qu'on peut passer en point de vue omniscient, s'il vous plaît? J'ai détesté le personnage de Nox, et comme c'est le narrateur, forcément, c'était compliqué. Il parle des personnages, mais d'autres personnages, du coup, j'avais envie de lui dire, tu es sérieux? Tu es sérieux quand il parle par exemple de ses relations avec les femmes? Ok. Alors je ne dis pas bien sûr que c'est l'auteur qui parle à travers lui, hein. Je parle du personnage lui-même. Je ne supporte pas ce personnage. Je le hais. Je le hais. Et donc j'ai écrit des spoilers. Donc attention spoilers, notamment sur ses relations avec les femmes. Il a des relations sexuelles et c'est assez gênant puisqu'il pense à Ellis en couchant avec Auxilia. Il se plaint qu'il est laid et que c'est la raison pour laquelle Auxilia le quitte. Ok, parce qu'elle ne l'aime pas vraiment. Et j'ai détesté le trope de une femme m'a trahi, donc je me méfie de toutes. En fait j'ai trouvé que c'était super stéréotypé, et là le spoiler s'arrête. J'ai trouvé en fait que ce tome était très stéréotypé à cause du personnage de Nox bien sûr, mais il y a tout un tas de choses qu'on retrouve dans tout un tas de fantasy d'habitude, et j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé que c'était des choses qui étaient déjà vues. En fait c'était voire trop cliché, trop stéréotypé. Et voilà, ça m'a pas entraînée, ça m'a pas surprise, j'ai trouvé ça super dommage. J'avais été séduite par la cité dans le tome 1, et là, beaucoup moins, et voilà. J'étais pas attachée au personnage, et je me suis toujours pas attachée à eux.
Les conflits politiques sont toujours en avant, mais il y a quelque chose qui fonctionne plus, je trouve. Ils ont plus un énorme poids en fait, notamment à cause de Nox parce qu'il ne veut plus s'occuper de politique. Et là, deuxième spoiler, attention. J'ai vraiment eu l'impression que c'était un personnage qui faisait l'autruche en mode non mais moi je veux pas m'occuper de politique, si je regarde pas, bah je suis invisible. Non. Du coup ça m'a beaucoup énervé. Et c'est aussi un peu absurde parce qu'il est... Enfin, il est forcément impliqué, je veux dire, c'est l'un des membres, même officieux, de l'une des plus grandes maisons de la cité. Et vraiment, il pense que parce qu'il fait ça, personne ne le voit. Attends, insupportable. Voilà, donc, j'ai beaucoup de mal avec ce personnage. Donc j'ai écrit qu'il y avait une caractérisation très agaçante du personnage. Et donc voilà, il est très pédant, rien ne lui fait peur. On a débattu avec mon ami hein, sur le sujet. Parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai lu en lecture comme une avec une amie. Et attention, nouveau spoiler. La seule émotion que Nox ressent, c'est de la peur. Enfin, le seul moment où il ressent de la peur, c'est quand il parle du Serpentaire. Et le problème, c'est que la présentation de la maison n'est pas du tout suffisante pour qu'on en ait peur. C'est vraiment très stéréotypé. Il arrive la nuit, dans une bâtisse un peu, qui a l'air un peu abandonnée. Il y a 3 personnages, il y en a un qui dit « Vous savez qui nous sommes ?» Oh mais pitié enfin, voilà, c'est... Les menaces super violentes, enfin, il n'y a rien qui fonctionne. Je trouve qu'il n'y a rien qui fonctionne là. L'introduction de la société secrète, c'était vraiment ni surprenant ni originel. J'ai pas du tout eu peur du Serpentaire, moi en fait. J'ai bien vu qu'ils étaient super puissants et tout ça, mais à aucun moment j'ai vraiment senti la menace concrète. Enfin, je veux dire, un personnage qui te sort. Tu sais que je peux éventrer tes compagnons et ils meurent tous et tu te retrouves tout seul. Ok. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que je les prenais pas du tout au sérieux, donc j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas suffisamment exploités, pas suffisamment approfondis. Enfin, on reste dans le spoiler, mais cette fois j'arrive plus à parler. C'est au sujet des conflits politiques. Nox est indispensable dans la cité, hein, parce que tout le monde veut qu'il tue Servin, machin et tout. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est pas le seul personnage, enfin c'est pas le seul jeune homme pourvu de capacité qui peut tuer le duc. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'ai trouvé qu'il était vraiment trop mis en avant de manière... Enfin, il faisait vraiment élu, quoi. Genre, c'est lui. C'est Nox. Non, pitié, ça m'a saoulé. Voilà, j'ai pas compris pourquoi tout le monde voulait l'utiliser lui et pas des mercenaires ou leur propre guerrier. C'était beaucoup plus logique. Enfin, je sais pas. Tout le monde veut l'utiliser. Enfin, à la rigueur, oui, je trouvais que le Serpentaire le recrute, ça avait du sens, puisque bah, les membres de la maison connaissent ses origines, pas lui. Mais les autres, pourquoi tous les autres se servent de lui? Voilà, moi j'ai pas. Je trouvais que c'était un petit peu trop. Puis ça crée une répétition en fait. Nox va suivre machin qui lui demande d'assassiner Servin. Il trouve machin qui lui demande d'assassiner Servin. Et machin truc qu'il trouve qui lui demande. Ah non, mais arrêtez. Bref, donc j'ai pas du tout aimé ce côté du livre. Et du coup, à travers le filtre de Nox, tous les autres personnages sont fades, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment ternes. Même Symmetre qui était un peu intéressant, il l'est beaucoup moins. Et aussi, c'est trop facile pour lui. Mais ça, c'est une remarque de mon ami, c'est vraiment trop facile pour lui. Il y a un spoiler trop. Ah. Oui, même les personnages censément impressionnants ne le sont plus. Spoiler suivant. Yolana, par exemple, qui terrifie Lutari, mais Nox s'en fout complètement. Daphné aussi, qui passe à un plan ultra secondaire et qui fait penser à un méchant caricatural de dessin animé en mode « Oh mon cher petit frère, tu sais ce que je pourrais te faire ?» Mais... Pardon, je suis désolée, je m'énerve, mais vraiment, c'est tant de potentiel et j'ai trouvé que vraiment... C'est Nox qui gâche tout en fait. Je ne supporte pas de personnage. J'ai aussi regretté, nouveau spoiler, on n'est plus dans le moineau du fou, puisque Nox a décidé de partir. Et du coup, on est vraiment un peu en retrait des intrigues politiques, ce que je trouvais super intéressant. J'ai eu un peu de mal aussi avec le départ de Nox de la cité, parce que la cité c'était aussi quelque chose que j'adorais dans le tome 1. Là, on n'y est plus. Du coup, voir disparaître la cité et se retrouver dans l'entre-deux-murs, c'était un peu... J'ai pas du tout apprécié ce côté-là. Et alors, d'un côté, j'ai aimé le côté construction, parce qu'en fait, comme ils se retrouvent dans l'entre-deux-murs et qui doivent survivre, ils ont une bâtisse que Symmetre va transformer. Et donc on a un côté un peu cosy avec l'appentis et en même temps ça faisait un peu interlude en mode on fait une petite pause et après on reprend. Et puis aussi il y avait un côté un peu surréaliste au fait que Symmetre puisse faire n'importe quoi avec son pouvoir sans aucune compensation. Enfin voilà, je sais qu'il est ultra puissant mais du coup c'était pas trop aimé. J'ai beaucoup par contre aimé la fin, mais je trouve qu'elle arrive trop tard pour compenser, pour rattraper en fait mon impression générale du livre. Je vais donc vous spoiler la fin. J'ai aimé qu'Alice ne survive pas, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. J'ai aussi aimé qu'elle devait un Olivier, c'était une super idée. Par contre, comment?
enfin on nous explique pas pourquoi elle devient Olivier, on ne sait pas. Comme pour le tome précédent et pour le Citadin de demain, j'ai l'impression que l'auteur aime beaucoup finir de manière très brutale avec un truc ultra inattendu et super brusque, mais du coup j'ai trouvé que le rythme était un peu off dans le roman puisque c'est assez lent tout le long et la fin arrive super vite, donc voilà, j'ai adoré l'accélération, mais pour moi elle venait beaucoup trop tard et du coup ça n'a pas compensé le fait que j'ai pas aimé ce livre. Voilà, du coup je suis un peu triste de ne pas l'avoir aimé parce que vraiment j'avais adoré le tome 1. Je lirai la suite parce que j'ai envie de terminer la trilogie et de connaître les formats d'histoire. Je lirai aussi la suite de Capitale du Nord. Donc j'ai le tome 2, Mort-Roger, et j'ai hâte de lire, mais du coup ça me fait peur. J'ai peur de ne pas aimer les suites, donc voilà, un petit peu déçue par ce tome. C'est ma déception du mois, mais voilà. Après j'ai aucune animosité envers l'auteur évidemment, mais je suis un peu déçue par ça. Alors mes piles sont bientôt épuisées, donc je vais essayer de me dépêcher de finir. J'ai aussi écouté The Hidden History of Holidays d'Anna Harvey, encore un Great Horse sur Audible. J'ai adoré parce qu'elle nous raconte l'histoire des différentes holidays, du coup vacances, jours fériés, oui, différentes périodes. Par exemple Halloween, on a Noël, on a Yule, on a Easter, Pâques, on a plein de trucs, c'était génial. On a le côté païen et le côté religieux, c'était top, voilà, ça j'ai vraiment adoré. Et je pense aussi le relire pour noter parce que vraiment ça c'était top. J'aime beaucoup en fait découvrir toutes ces références pour des choses qui nous paraissent tout à fait communes. Donc, voilà, je connaissais déjà des choses sur Noël, mais pas d'autres, et du coup voilà, c'était super intéressant d'avoir cette histoire cachée, donc ça c'était top. J'ai aussi écouté Reduce, Recycle de TJ Klune. Parce que j'avais Somewhere Beyond the Sea, mais je n'osais pas encore le commencer, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai vu ça sur Scribd et je me suis dit let's go, on le lit. Et c'était top, mais c'était super déprimant. C'est une nouvelle en fait sous forme audio, donc elle dure vraiment pas longtemps, je sais plus combien de temps elle dure voilà 1h27, donc c'est vraiment très très court. Et c'était top, mais c'était... Mon cœur s'est brisé à de multiples reprises, faut pas me faire ça, c'est affreux. Donc j'ai déjà fait une chronique, je peux pas vraiment vous en parler longuement parce que c'est vraiment un texte très très court qui a aussi été publié en papier, enfin en e-book au moins. Mais wow, oui, vraiment là il m'a explosé le cœur, c'était absolument atroce et je ne peux pas vous dire pourquoi parce que c'est vraiment trop court. Sachez juste qu'on suit un droïde qui se voit offrir une semaine avant quelque chose, voilà. Donc il se voit offrir une semaine dans le monde et mon cœur s'est brisé à de multiples reprises. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, écouté, puisque c'est un audiobook, j'ai écouté The Third Gilmore Girl de Kelly Bishop, lu par Kelly Bishop, c'est pour ça que j'ai voulu l'écouter. Parce que ce sont les mémoires donc, de Kelly Bishop que je ne connais pas à part pour son rôle d'Emily Gilmore dans Gilmore Girls. J'aurais aimé d'ailleurs me faire un rewatch de Gilmore Girls cet automne, mais en fait j'ai pas commencé et on est déjà le 7 octobre, donc voilà, je suis en train de regarder Heartstopper, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de regarder Gilmore Girls puisqu'on va regarder d'autres choses, mais voilà, j'adore Gilmore Girls, c'est super cosy et c'est une de mes séries préférées. Mais donc j'adore aussi Kelly Bishop et j'ai adoré retrouver, en fait je voulais l'écouter parce que du coup c'est elle, c'est comme si c'était Emily Gilmore qui me racontait l'histoire. Bien sûr bon c'est Kelly Bishop, bien sûr, bref. Mais du coup j'ai adoré découvrir son histoire que je connaissais pas du tout. J'ai adoré découvrir sa carrière et c'était bien sûr sa vie personnelle. Alors j'aime pas les mémoires, c'est quelque chose que j'écoute pas et que je lis pas parce que si ce sont pas des gens que j'apprécie déjà, même s'ils ont vécu des choses, je sais pas, ça m'attire pas, j'aime pas ça, voilà. J'adore lire des biographies, mais les mémoires et les autobiographies c'est pas mon truc. Et là comme je la connaissais, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et c'était super, j'ai adoré découvrir sa vie, j'ai failli pleurer à plusieurs reprises. Et elle nous montre... elle nous parle de tout un tas de choses, par exemple elle nous parle du fait qu'elle a décidé de ne pas avoir d'enfant, elle nous parle de son mariage, du fait que son mari a lutté pendant de nombreuses années contre des cancers successifs. Elle a perdu son mari d'ailleurs, donc elle nous parle aussi de son deuil, elle nous parle aussi du deuil de sa maman qu'elle a perdu aussi. Elle nous parle de Gilmore Girls, bon c'était pour ça aussi que j'écoutais parce que je voulais voir son expérience. Et elle nous parle de Gilmore Girls, donc de Lauren Graham, d'Alexis Bledel. Elle nous parle de son petit ami préféré pour Rory. Elle nous parle mon dieu je me souviens plus de son nom, de l'acteur qui jouait Richard Gilmore qui lui aussi est décédé. Elle nous parle de toute son expérience professionnelle et j'ai trouvé ça génial, du coup je pense m'acheter le livre pour le conserver.
en hardback parce que j'adore avoir mes autobiographies, enfin mes biographies et mes mémoires en hardback. Donc voilà, j'ai passé un super moment, j'ai eu l'impression qu'Emily me racontait une histoire, c'était incroyable. Et comme c'était une histoire vraie, c'était encore mieux. Et voilà, j'ai trouvé ça touchant, et j'ai trouvé ça génial en fait de découvrir la vie de cette femme que je connaissais pas du tout et que j'aime beaucoup en Emily Gilmore, mais qui est plus que juste Emily Gilmore. Donc voilà, j'ai adoré découvrir cet audiobook et je vous le recommande fortement. Je l'ai lu d'ailleurs assez vite, j'ai lu en 3 jours, c'était génial. Et voilà, je m'arrête là parce que de toute façon mes piles vont arrêter de fonctionner. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, c'était un petit peu long, mais j'ai aimé vous parler de ces livres que j'ai lus en septembre. Donc mon préféré, comme je vous l'ai dit, c'était Edgar Allan Poe, Master of Horror, et le pire, celui que j'ai vraiment le moins aimé, c'était 3 Lucioles de Guillaume Chamagian. Je vous remercie du coup d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de les lire, si vous les avez aimés ou pas, mais dans le respect toujours. Et je pense vous faire une prochaine vidéo sur comment se remettre au classique ou se mettre au classique, puisque j'ai remarqué que vous aimiez bien ces vidéos sur les classiques. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en parler, puisque c'était aussi un sujet qu'on a abordé au Festival Matin avec Guillaume Plassans, donc Popézy, à l'école des lettres. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en parler en vidéo. Voilà, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!